Le succès tient en effet à Scheherazade. On ne la connaissait pas avant Galland, puisqu'il a trouvé dans l'un des manuscrits cette femme euh, qui est censée avoir écrit les nuits. Alors, Scheherazade, je pense qu'elle n'a pas existé. C'est un passage mythologique. Mais sa mythologie est très forte. C'est une jeune fille très courageuse, d'origine lettrée, d'après le conte. Elle a fait de la médecine, de la poésie, de la philosophie. Elle est très belle et elle va prendre une décision extrêmement hardie au moment où commencent les mille et une nuits. Le sultan du royaume a pris la fâcheuse habitude, de nature vraisemblablement psychopathique, de tuer euh, son épouse à la fin de la nuit de noces, ce qui lui permet d'en prendre une autre. Pourquoi? Eh bien, il ne veut pas être trompé. Il ne veut que des vierges, et une fois qu'il a fait l'amour avec elles, il les tue. Et il en réclame une autre. Donc le royaume est en train de se vider de ces jeunes filles. Et c'est la catastrophe la plus totale, mais c'est un monarque absolu, c'est un tyran, donc personne n'ose protester. Et Sherazade va dire, moi j'y vais. Désolation de la famille, d'ici, je vais y aller, et vous allez voir, il ne va pas me tuer. Il y a un gros doute quand même. On sait très bien pourquoi le tyran est ainsi, c'est parce que il était très amoureux de sa femme, et un jour qu'il était parti en voyage, il a voulu revenir sur ses pas avec un ami ou un parent plutôt pour la lui montrer. Il l'a surprise en plein ébat amoureux, avec vraiment des égarements, dirais-je, de toutes sortes, et au milieu de ces servantes qui en font autant, avec autant d'esclaves noirs. Et je ne vous dirai pas ici toutes les cochoncetés que souffle l'amant noir de la sultane au moment où le sultan la surprend en plein ébat, disons, très pimenté, que je ne vous décrirai pas non plus. Donc, il la tue évidemment, et il décide donc, pour être sûr que ça ne lui arrive jamais plus, de ce dispositif qui consiste à tuer la jeune vierge sitôt déflorée à la fin de la nuit de noces, dès que paraissent les premières lueurs de l'aube. Sherazade, elle, va inventer un dispositif encore plus ingénieux. Elle va, après qu'ils aient fait l'amour, commencer une histoire, l'air de rien, comme ça. Et cette histoire est tellement bien faite, tellement bien tissée, tellement enchanteresse, tellement envoûtante que le sultan l'écoute, elle se laisse emporter par l'histoire. Elle fait tant et si bien que quand l'aube arrive, l'histoire n'est pas finie. Et le sultan harponné, dirons-nous, se trouvant dans la situation qu'on appelle en anglais suspendu à la falaise, cliffhanger, vous savez comment on dit, veut savoir la suite, mais si la tue ne la connaîtra pas. Donc il décide de surseoir à l'exécution, et le lendemain, ils refont l'amour, et Sherazade est censée raconter la fin de l'histoire, mais elle fait tant et si bien en enchâssant une histoire dans la première, en faisant un détour narratif, en revenant un peu, puis bon, bref, elle ne finit pas l'histoire. Et le sultan veut la connaître, et l'aube est arrivée. Alors, il doit à l'aube nécessairement reprendre les affaires du royaume. Il dit, bon, je verrai demain soir. Elle reste toujours vivante. Et troisième nuit, quatrième nuit. Donc la nuit correspond à des récits. C'est une unité narrative qui va correspondre à des récits. Tant et si bien qu'à la mille et unième nuit, elle n'a toujours pas fini, mais le sultan est devenu tellement subjugué par ses contes qu'il comprend son injustice et sa férocité,
il est en quelque sorte guéri de ces maux, mais par les maux de Sherazade, par la vertu souveraine de la fiction qui guérit les contes, qui guérit les âmes par voie de contes, si vous voulez. Et on ne sait pas très bien comment ça a fini, sauf que il a plus du tout eu de pulsion meurtrière et il a épousé Sherazade évidemment 1001 nuits avant, mais à ce moment-là, elle a des enfants de lui et ils vécurent très heureux dans un royaume juste. Donc, Sherazade, elle symbolise la condition du conteur et par-delà, dans les temps modernes, de l'écrivain. C'est pourquoi, au départ de mon livre, j'ai repris la phrase de Michel Butor: tout écrivain est Sherazade, tout écrivain est sous la menace de la mort. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que la fiction, c'est quelque chose de très fragile. Mais évidemment, dans ce XVIIIe siècle naissant, on va ne voir en Sherazade qu'une envoûteuse, vous voyez, une ensorceleuse, bien sûr par ses mots, mais on va projeter toute la sensualité certainement présente dans le conte arabe dès le début. Et ça évoque des figures de harem, de soirées, de nuits d'amour, de danger, de traîtrise, de ruse, et le tout au milieu de minarets, de croissants de lune, de cieux étoilés, d'esclaves dans les coulisses, de sérail, etc. Et c'est ce personnage mythique qui, quand on va au fond de l'affaire, représente le conteur et l'écrivain, va rendre envoûté par sa figure, en fait, qui n'est que fictive, les lecteurs du XVIIIe siècle. Et c'est ça aussi qui va faire le succès des Mille et une nuits. Cette figure extraordinairement sensuelle, ensorceleuse. Il y a la sensualité des mots, il y a le décor, et en quelque sorte, les Mille et une nuits, si on accepte par exemple Sinbad le marin, le premier texte que Galland avait découvert, qui fait partie du cycle des Mille et une nuits, on ne sait pas trop où il se situait, qui va être comment on veut dire, la charpente, le personnage qui porte tout le récit.